Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour Sophie, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode qui rentre dans un cadre un petit peu particulier puisqu'il fait partie d'un événement qui s'appelle le Podcaston, qui est là justement un événement caritatif pour les podcasteurs et podcasteuses francophones l'année dernière et maintenant de manière internationale pour mettre en lumière des associations. Du coup, je suis ravie de pouvoir t'accueillir et je pense que rien de tel que toi pour présenter cet asso. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter de la manière dont tu le souhaites et commencer un petit peu à nous parler de ma PMA et moi ? Bonjour à tous et bonjour Charlène. Merci de m'avoir proposé de présenter effectivement notre association. Je m'appelle Sophie, j'ai 45 ans et j'habite à Lambersart. C'est une petite ville à côté de Lille. J'ai une fille qui a 5 ans maintenant. Je travaille dans une grande entreprise lilloise. Je suis doula à mi-temps. Et depuis 2021, après la naissance de ma fille, j'ai eu l'opportunité de rencontrer par le plus grand des hasards une gynécologue en PMA avec qui j'ai sympathisé rapidement et on a décidé ensemble de créer cette association, donc ma PMA et moi, qui est née du constat réciproque qu'on avait elle en tant que médecin et moi en tant que patiente, du fait qu'il manquait quelque chose aujourd'hui dans les parcours pour mieux accompagner, soutenir en dehors du corps médical toutes les personnes qui suivaient ces parcours de PMA. Merci pour cette belle présentation. Et justement, je pense que comme tu le dis, il y a cette notion aussi de besoin pour les personnes. Et puis peut-être avant toute chose, parce que PMA, c'est aussi un acronyme, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est la PMA ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les personnes qui nous écoutent et qui disent « Oh là là, c'est quoi ce grand terme, ce charabia, Kesako ?» Est-ce que tu peux un petit peu nous démystifier ce terme et nous expliquer de quoi il s'agit ? Donc la PMA, ça veut dire la procréation médicalement assistée. Depuis quelques années, on entend aussi le mot de AMP, donc l'assistance médicale à la procréation. C'est une méthode qui existe depuis plus d'un siècle déjà et qui est pratiquée en France depuis des dizaines d'années, qui était jusqu'à ces dernières années réservée uniquement aux couples hétérosexuels et depuis les dernières lois de la bioéthique est ouverte aussi maintenant aux couples de femmes et aux femmes en parcours solo, donc aux femmes célibataires. C'est un soutien, un accompagnement médical où on vient accompagner, alors dans le cas des couples hétérosexuels, voilà des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc on parle d'infertilité quand au bout d'un an ou deux, on n'arrive pas à avoir d'enfants de façon naturelle. Et sinon, dans les cas des couples de femmes ou des femmes solo, c'est le parcours de vie qui fait qu'on est demandeur de ce soutien, de cet accompagnement médical pour avoir des enfants. Ok. Et du coup, là, on peut se dire, on parle de maternité, du coup, on parle aussi de naissance, de donner la vie. Dans l'esprit de la plupart des gens, le mot deuil, il va quand même à l'inverse, c'est-à-dire justement cette notion de mort de quelque chose. Alors, je sais que t'es pas totalement objective sur le sujet, j'en doute pas, mais peut-être avant d'aller zoomer ensemble et de se dire, OK, en quoi réellement la notion de deuil ? J'ai peut-être une question qui est d'ordre plus perso et c'est OK si t'as pas envie d'y répondre, mais est-ce que toi, t'as mis cette notion de deuil à un moment ou à un autre dans ton propre parcours en tant que patiente par rapport à la PMA ? Si oui, peut-être sur quel sujet, sur quelle thématique ? Ou alors, est-ce que c'est plus avec un regard, on va dire, plus professionnel et associatif où ça t'a amené peut-être ensuite à te questionner et à poser ce terme de deuil ? Alors le deuil pour moi dans ce parcours, bien sûr, il est venu, puisque moi j'ai eu un parcours PMA pour avoir ma fille, donc je l'ai vécu en tant que patiente ce parcours. Donc je réponds à ta question. Après, moi de ma propre naissance, voilà, mes parents ont aussi eu un peu de difficulté à m'avoir et donc j'ai déjà fait petite le deuil de frères et de sœurs. Donc tu parlais de naissance.
Bon, j'ai l'impression, en étant devenue maman, que le monde de la maternité, finalement, il est 100% associé au monde de la mort. En fait, tout ce qui vient au monde va mourir. C'est quelque chose dans notre quotidien dont on n'a pas forcément conscience parce qu'on est en train de vivre, et je pense qu'il y a un tabou dans notre société. En tout cas, voilà, le côté mortel de notre vie, on n'en parle pas du tout. Et quand on met le nez dans, voilà, en tant que doula, l'accompagnement des naissances, quand on est dans ces parcours de PMA, le lien, il se fait directement. Et on prend vraiment la notion que tout ce qui vient au monde va nous quitter, et des fois beaucoup plus vite que prévu. Voilà, on parlera de tous ces parcours un peu rapides qu'on vit au moment de la PMA, entre autres. Et clairement, et tu viens de citer le mot de doula, pareil, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Est-ce que tu veux peut-être nous le préciser? Qu'est-ce que c'est, pareil, ce terme qu'on commence à entendre un peu de plus en plus, mais qui reste peut-être encore un peu étranger pour certaines personnes? Complètement. Je m'étais dit d'ailleurs qu'il fallait que peut-être je le précise, parce qu'effectivement, tout le monde ne connaît pas encore ce que c'est une doula. Je ne le connaissais pas moi-même il y a quelques années. Je pense que si je l'avais connu, j'aurais aimé avoir une doula à mes côtés pendant ma grossesse. C'est un nouveau métier qui émerge et qui est très connu, beaucoup plus répandu au Canada, aux États-Unis. Il y en a aussi beaucoup en Suisse. Ça arrive en Belgique, et en France, il y en a vraiment de plus en plus. C'est des femmes qui sont aux côtés des femmes et des familles, en général au moment au moment de la naissance, mais qui est aussi au moment de tous les passages de vie. On va avoir des doulas qui sont justement au moment des départs, ça va s'appeler les Tana doulas. Et les doulas, elles peuvent accompagner les premières règles, la ménopause, des transitions de vie comme des deuils, des déménagements, des divorces. C'est des femmes qui accompagnent d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue logistique. En tout cas, elles vont soutenir ces moments de vie où on se transforme, où on n'est plus la même personne, et où voilà, notre société, elle nous accompagne d'un point de vue médical, et où finalement, des fois, on est un peu perdu avec toutes nos émotions, avec notre société qui nous empêche de vivre nos émotions. Et les doulas, elles proposent des espaces d'écoute, des espaces un petit peu ritualisés, comment on vient déposer nos émotions et finalement s'en libérer. Mais justement, tu disais juste avant que la notion de naissance, de vie est aussi reliée à celle finalement de la mort, et c'est pour ça que je trouvais symbolique de préciser cette notion de doula, parce que initialement c'était pour les naissances, Oui. Et maintenant, comme tu l'as dit, on parle aussi de Tana doula, qui viennent accompagner dans la fin de vie la personne en tant que telle qui va partir, qui va décéder, mais aussi son entourage et ses proches. Donc justement, je trouvais ça assez symbolique de pouvoir le préciser. Et comme tu le dis, c'est toutes ces notions de passage, de changement, de transformation, d'évolution. Et ça rejoint du coup, forcément, je suis pas objective sur ce point, mais ça rejoint moi ma philosophie d'accompagnement et la vision du deuil que j'ai, c'est que tout changement est un deuil et tout deuil est un changement. Et du coup, ça nous permet d'aborder d'autant plus cette notion de la PMA vécue aussi avec de multiples deuils symboliques, physiques aussi. Peut-être le premier dont on parlait de la maternité. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de ce deuil de la maternité naturelle? Et je me souviens que tu as eu une expression qui m'a beaucoup marquée et que j'ai trouvée très douce en même temps à la fois et très symbolique, qui est celle du bébé couette. Et est-ce que tu veux du coup nous dire aussi pareil, c'est quoi bébé couette? Et qu'est-ce que c'est cette notion du deuil de la maternité naturelle, et qu'est-ce que ça implique en fait pour les femmes, mais aussi pour les couples, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels? Donc, je vais te parler dans un premier temps vraiment des cas d'infertilité. Voilà, quand on a un homme, une femme, on n'imagine pas avoir besoin à un moment d'être accompagné pour avoir un enfant. Et c'est effectivement pour moi le premier deuil qui va arriver quand on rentre en parcours PMA. La démarche, c'est souvent un couple qui a envie d'avoir un enfant, qui, comme n'importe qui, un jour se lance dans cette grande aventure. Et puis de fil en aiguille, les règles arrivent. Ce geste anodin prend un sens beaucoup plus fort et douloureux. Et puis à un moment, on est confronté à cette réalité de dire il va peut-être falloir se poser des questions qu'on n'avait pas envie de se poser ou pas l'idée de se poser. Auxquelles on n'avait même pas pensé, en fait. Auxquelles on n'avait même pas pensé.
Et un jour, on se retrouve confronté à un médecin qui va nous demander de faire des analyses. Et de temps en temps, la sentence, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, tombe. On va avoir besoin d'être accompagné pour avoir un enfant. Moi, je l'appelle un peu la première claque. Tu parles de deuil, mais quand tu les vis dans le parcours PMA, c'est vraiment violent physiquement, émotionnellement. Et pour moi, c'est la première où... en tout cas, moi, je compare à mon expérience personnelle. Avec mon conjoint, on y allait en se disant, ça ne nous concerne pas. On y va, mais on va nous dire que tout va bien. Et un peu le côté, on le fait pour le faire parce que ça rentre dans des protocoles, mais c'est un peu comme la mort, quoi. C'est pour les autres, mais ça va pas arriver chez moi, quoi. Exactement. C'était, on y allait pour qu'on nous confirme que tout allait bien. Ouais. C'était vraiment notre démarche. Et donc forcément, le jour où on y va et en fait où les résultats ne sont pas bons et où de toute façon, donc je vais pas rentrer dans les détails des méthodes de procréation, mais il y a différents niveaux d'accompagnement plus ou moins poussés. Et on nous dit, vous n'êtes pas au premier stade, vous êtes au deuxième, au troisième, etc. Donc de dire que vraiment tout seul, ce serait quasiment impossible. Ça, c'est le premier deuil. Et donc comme tu dis, ça veut dire prendre le temps d'accepter que déjà, si on avait continué tout seul, on n'aurait jamais réussi. On va devoir médicaliser ce processus qui est le plus naturel du monde en soi. Donc ce fameux bébé couette. Et ce que je te disais, c'est tout ce qui va avec, c'est-à-dire cette petite excitation de ces fameuses règles qui n'arrivent pas, par exemple. Donc c'est souvent les femmes qui maîtrisent un peu ces annonces. Donc le fait de découvrir son corps qui change tout seul, d'imaginer l'annonce qu'on va pouvoir faire à son conjoint, l'annonce qu'on va pouvoir faire à ses proches. Il y a des gens qui racontent aussi la surprise, c'était pas prévu, ou on n'imaginait pas que ça allait aussi vite. Et c'est toutes ces petites excitations, palpitations, tout d'un coup qu'on oublie, qu'on doit abandonner. Et l'air de rien, c'est une sacrée étape d'accepter ça. C'est symbolique, clairement. C'est un côté qui est très symbolique. Il y a un côté physique aussi, comme tu le dis, dans le changement du corps de la maman. Mais il y a un côté très symbolique, mais qui néanmoins n'est pas impactant. Au contraire, il est très, très impactant et on le ressent justement à travers tes mots. Il y a ces notions un peu de naïveté et d'innocence, en fait, derrière ce que tu dis. Est-ce que c'est comme ça que c'est vécu de manière générale par les personnes, par les mamans, par les couples? D'ailleurs, tiens, c'est peut-être une question qui est intéressante. Dans un couple hétérosexuel, prenons cet exemple-là, est-ce que c'est plus ressenti de cette manière-là par la maman ou est-ce que c'est ressenti, on va dire, façon de parler, un peu à égalité par les deux personnes dans le couple? Alors, je vais te parler de ce que je connais, c'est-à-dire les gens qui viennent dans l'association. C'est souvent les femmes qui font les démarches, c'est souvent les femmes qui s'expriment. On a toujours des hommes qui viennent dans nos groupes de parole, donc ça, je trouve ça très chouette. Et on est toujours bluffés des émotions qu'ils ressentent. Je pense qu'en tant qu'homme, souvent, on a moins l'entourage ou l'habitude de s'exprimer, de partager. C'est souvent la femme, qui va être dans l'intensité de l'émotion parce que c'est elle qui se projette souvent plus dans la maternité, dans l'envie d'une grossesse. Donc, je vais pas dire qu'ils ont pas la place, mais ils ont moins la place, ça c'est sûr. Pareil dans les protocoles médicaux, dans les rendez-vous, c'est souvent à la femme qu'on va parler. Donc, je pense que le deuil, il est aussi très fort pour le conjoint, mais que par habitude, par la façon dont fonctionne la société, ils ont moins la liberté de s'exprimer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on les fait parler, c'est différent, ils ont d'autres mots. Et c'est pour autant très émouvant aussi. Il y a vraiment, c'est vraiment complémentaire et ça apporte beaucoup d'amour finalement quand on les écoute. Messieurs, prenez la parole. Mais de manière générale, sur ce sujet-là, bien sûr, mais sur d'autres aussi, je pense que ce point-là est à l'image du fait qu'on ne donne pas encore suffisamment la place aux hommes, ou quand on leur donne, parfois, il y a une certaine résistance à la prendre de par tous ces préjugés et ces stéréotypes de la société. Donc voilà, c'était une petite bifurcation, mais qui me semble importante en guise de rappel.
Et justement, on parlait de, tu l'as dit, hein, cette notion de médical, en fait, qui commence à rentrer en jeu, qui fait qu'on n'a pas du tout non plus la même intimité personnelle, mais aussi dans le couple. Est-ce que tu dirais que tous ces points-là viennent aussi jouer sur la confiance, notamment, là, je parle plus de la maman, sur la confiance en ce corps. Je fais un autre parallèle et tu me diras si ça fait écho. On l'entend souvent dans le cas des deuils périnataux où une maman peut, et ça peut ne pas être le cas pour tout le monde, mais on entend parfois cette colère contre le corps. Ce corps qui n'a pas été capable de procréer, d'aller jusqu'au bout de cette grossesse, alors que, comme tu le disais, c'est l'une des choses les plus naturelles du monde. Et on peut développer une colère contre ce corps. Est-ce que justement cette colère aussi, elle se manifeste dans le cadre d'un parcours PMA, avant, pendant, après, hein, qu'importe la temporalité, mais est-ce que c'est des sujets qui remontent et du coup qui viennent impacter la confiance en soi? Ça fait partie pour certaines personnes, comme tu dis, c'est pas forcément, c'est pas systématique, Bien sûr. mais il y a certaines femmes, c'est plutôt des femmes, mais non, ça doit être des hommes aussi, voilà, qui vont culpabiliser. En fait, cette colère qu'on a sur son propre corps, effectivement, elle est plutôt évoquée en termes de culpabilité par rapport à l'autre personne du couple, d'être responsable de ne pas pouvoir donner, offrir ce rêve de parentalité à l'autre personne du couple. Donc, il y a un peu ces deux émotions qui viennent se mélanger. Il y a beaucoup ce sentiment, surtout chez des femmes jeunes, qui vont avoir de l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, voilà, quand il y a des causes précises qui sont identifiées dans le corps, donc chez la femme ou chez l'homme, effectivement, c'est dans ces cas-là qu'on va pouvoir sentir cette colère envers son corps, cette espèce de défaut d'un corps qui fonctionne pas comme il devrait et qui peut qui a besoin d'être accompagné pour faire la paix avec son corps, effectivement, et enlever la culpabilité dans ce parcours qui est déjà assez difficile comme ça. Clairement, et cette notion de culpabilité, elle est au cœur du deuil en réalité. Encore une fois, pas toujours, ça dépend de chaque situation, de chaque personne, de chaque type de deuil aussi, mais c'est souvent un mot qu'on retrouve ou qu'on retrouve peut-être pas en surface, mais que quand on gratte et qu'on va chercher un peu plus en profondeur, en réalité, il y a des sources de culpabilité et c'est important aussi de le mentionner. Et tu parlais justement de cet aspect, encore une fois, médical qui vient impacter le corps. On parlait de cette santé physique qui bouge. Est-ce que ça vient aussi impacter la santé mentale? Oui, alors là, en fait, je pense que pour arriver à cette santé mentale, pour moi, il y a un premier step quand on se lance en PMA. En général, il y a une espèce de confiance. C'est-à-dire, il y a un diagnostic qui vient d'être posé, ou pas. Hein, il y a des cas d'infertilité inexpliqués. Mais en tout cas, on vient un petit peu accepter que le corps médical nous accompagne dans notre projet de naissance et finalement, ça vient apporter une solution. Donc, on nous explique tout ce qu'on va faire dans notre corps et on a l'impression, en tout cas, on a envie de croire que ça va marcher. Donc, au-delà du deuil qu'on vient d'expliquer, il y a quand même une confiance dans notre médecin, dans la médecine en général. Et ce qui va arriver après, et ce que tu évoques, c'est un peu ça, c'est-à-dire, finalement, on va se rendre compte que ça marche pas vraiment comme prévu. Que finalement, ok, on m'avait dit qu'on allait prendre les spermatozoïdes, mettre des ovules, les mettre ensemble, et puis que ça allait faire des embryons, et qu'avec ça, j'aurais un bébé. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque étape, il y a quelque chose d'imprévu, qu'on ne connaissait pas, qui peut faire en sorte que ce protocole ne fonctionne pas. La théorie et la pratique, quoi. Exactement. Et en fait, ça, souvent, on le découvre parce qu'on le vit. Comme on débute dans la PMA, souvent c'est un peu ce que j'explique, c'est que on rentre dans un univers qu'on ne connaît pas et on va le découvrir en le vivant. Donc toutes ces nouvelles petits échecs, frustrations, incompréhensions, imprévus, c'est ces fameuses autres claques dont je parlais tout à l'heure. Voilà, il y a la première et il y a toutes les autres. Et en fait, c'est à ce moment-là où, en plus
On pourra y revenir, ce côté deuil de notre intimité, de notre vie, c'est-à-dire qu'on a déjà accepté de subir des protocoles, d'aller tous les 2 jours faire une échographie pelvienne, etc. Donc il y a déjà tout ça qui est accepté. Et comme tu dis, quand ces résultats ne portent pas leurs fruits, parce que ça arrive. Alors des fois ça marche, c'est ce que je veux dire. Des Bien fois sûr. en un protocole, on a son petit bébé et enfin en tout cas on est enceinte et ça arrive souvent. Donc c'est ça qu'il faut aussi transmettre comme message positif. Mais c'est bien d'avoir la totalité, même si on n'est jamais totalement exhaustif, mais d'avoir un panel qui permet de parler aussi au plus grand nombre. Et justement, dans les cas où ça n'arrive pas, on disait tout à l'heure, c'est pour les autres. C'est un peu pareil. Il peut y avoir ce parcours idéal de PMA et je pense que je peux m'associer à toi pour dire, on vous le souhaite clairement. Si vous êtes concerné au bout de vos écouteurs ou de votre casque, on vous le souhaite du plus profond de notre cœur. Mais si c'est pas le cas, c'est bien aussi d'être au courant. Et être au courant, s'y intéresser, en parler, ça veut pas dire que ça nous arrivera. Et encore une fois, on vous le souhaite pas. Mais si éventuellement c'était ce chemin-là plus difficile et plus chaotique qui doit se manifester, en avoir déjà quelques bribes d'informations, je pense que c'est intéressant. Donc effectivement, c'est dans ces cas-là, au fur et à mesure des protocoles, au fur et à mesure des déceptions, des échecs. Donc voilà, pour partager un petit peu, pour que les gens se projettent, c'est-à-dire que vous maîtrisez plus du tout la notion du temps, vous êtes au travail, il y a un coup de téléphone qui tombe, il faut que vous soyez disponible 48 heures après pour toute la journée, vous avez des rendez-vous tous les matins, à 8 heures, à 7 heures, donc par rapport au travail, voilà, il y a vraiment un impact sur notre quotidien. Et donc quand ça marche pas, oui, le mental, il commence à prendre des coups, à être impacté. Et on retrouve un peu les mêmes phénomènes chez tout le monde, c'est-à-dire que pour comprendre aussi ce contexte, souvent ce que j'explique, c'est qu'on ne dit pas qu'on est en train d'essayer d'avoir un bébé. On dit « je suis enceinte, on va avoir un enfant », mais on n'annonce pas qu'on va s'y mettre. Donc, quand on est en train de vivre tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, souvent, c'est quelque chose qu'on ne partage pas. On est un peu tout seul dans notre entourage à connaître ce sujet-là. Et donc, ces deuils dont on vient de parler, cette intimité qui est chahutée, les échecs qui s'enchaînent, on est tout seul à les vivre et on va vraiment petit à petit s'isoler de plus en plus, se renfermer, gérer nos émotions un peu comme on peut, mais en fait, il y en a tellement que ça devient trop difficile de le faire tout seul. Et c'est là où on va basculer dans ce qu'on va pouvoir aborder, c'est-à-dire comment on va devoir réagir et on va se rendre compte qu'à un moment, il va falloir agir autrement que juste subir tous ces protocoles qui s'enchaînent si on veut continuer à poursuivre cette aventure de PMA sans y laisser notre santé mentale, sans y laisser notre couple, sans y laisser notre corps physique aussi. Survivre un petit peu à la PMA. Clairement, on y viendra dans une deuxième partie, ces notions de ressources. En fait, ok, on constate tout ça, qu'est-ce que je peux mettre en place finalement dans tel ou tel type de situation? Et ce que tu évoques là, en fait, c'est la notion des deuils relationnels, avec cette notion d'isolement social aussi. Ma question, la question que j'ai envie de te poser, elle est un peu double, c'est-à-dire que peut-être mettre les pieds dans le plat d'un truc dont on a encore moins envie de parler, peut-être au sein même de la PMA, c'est est-ce que peut-être certains parcours de PMA mènent à une séparation, et là je parle du couple uniquement. Et donc là, on est à un niveau peut-être plutôt micro, et puis après de grandir ce côté systémique avec la famille, les parents, les frères et sœurs s'il y en a, les grands-parents si peut-être ils sont encore là, les amis, et puis comment c'est perçu peut-être, et peut-être que derrière ces écouteurs ou ce casque, il y a autant des personnes qui peut-être sont en chemin de PMA et d'autres qui sont des proches et qui ont ou n'ont pas justement de personnes autour d'eux qui vivent cette PMA et qui se disent peut-être j'ai envie d'être soutenant. Et comment je peux faire? Et que souvent, on ne sait pas faire. On est souvent plein d'amour et plein de bienveillance, mais on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Et en plus, comme c'est des sujets qui sont quand même tabous, dont on parle pas et dont on parle peu, on a peur de mettre les pieds dans le plat, justement, là où il faut pas. En tout cas, ce que je voulais préciser avant de répondre, c'est effectivement, des fois, on se rend pas compte
que déjà, enfin moi c'est une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est que voilà, être en PMA, c'est un choix. Souvent, les gens qui sont en parcours, moi la première, j'ai pas pris ce recul de me dire que j'avais choisi de faire ce parcours PMA. Les gens qui sont en parcours te disent, je n'ai pas le choix, je veux un enfant, je ne peux pas en avoir, donc je fais un parcours PMA. On oublie en disant ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font le choix de ne pas avoir d'enfant. Ils ne peuvent pas en avoir naturellement et ils ne veulent pas faire de PMA. Donc, je trouve que de temps en temps, c'est important, justement, dans la notion encore d'acceptation du deuil, de processus de deuil, de se dire que on n'a pas fait ce deuil-là complet de l'enfant et qu'il y en a certains qui décident de faire ce choix-là, de ne pas avoir d'enfant et de ne pas faire ce parcours PMA. Ce qui veut dire que de temps en temps, les deux personnes du couple n'ont pas forcément la même volonté. Donc, ta première question, c'était ça, c'était sur la notion du couple. Une PMA, c'est très challengeant pour un couple. On parlait des premiers examens qui sont faits où voilà, on commence à nous dire voilà, vous avez un rapport ce soir et puis demain vous venez nous voir. Donc on rentre déjà dans l'intimité ordonnée où on doit faire des rapports à telle date et pas à d'autres. Donc déjà ça c'est très compliqué pour un couple. Ça peut paraître anodin mais ça l'est pas du tout. Et puis on va se rendre compte, comme je t'explique, voilà, avec toutes les étapes, les réflexions, les deuils, jusqu'à quel point je suis prêt à avoir un enfant, qu'on n'est pas forcément tout le temps aligné avec son conjoint, qu'on est prêt des fois à aller très très loin alors que l'autre pas du tout. On est prêt à se mettre dans des états où en fait des fois c'est le conjoint qui fait un effet miroir et qui dit non mais regarde-toi, regarde-nous, voilà, on peut plus continuer. Et souvent même c'est, je dis le conjoint, mais voilà, en tout cas ça peut être un entourage qui vient un petit peu, comment dire, faire prendre du recul, faire prendre conscience. Alors c'est une généralité, mais c'est souvent la femme qui va vouloir enchaîner les protocoles, qui va avoir son horloge biologique qui est ultra stressante. Et ça peut être voilà l'entourage, le conjoint qui vient dire il faut qu'on fasse une pause. La pause est hyper importante dans les parcours PMA. Le corps est mis à rude épreuve. Le mental, on vient de le dire aussi. Et savoir mettre autre chose dans sa vie que de la PMA pour se retrouver soi-même. On pourra en reparler au moment des ressources, mais ça va être hyper important. Pour revenir à ta question sur l'entourage, on va être confronté à différentes situations. Cette notion de secret qu'on abordait, à qui j'en parle? Est-ce que j'en parle à mes parents? Est-ce que j'en parle à mes frères et sœurs? Est-ce que j'en parle à mes amis? Est-ce que j'en parle à mes collègues? Souvent, le patron est au courant pour des histoires pratico-pratiques de disponibilité. C'est pas le cas de tous les collègues. Il y a des gens qui font le choix aussi de pas le dire à leur patron parce que c'est pas quelqu'un en qui ils ont confiance. Donc, c'est un stress supplémentaire à gérer. Et dans les proches, on va avoir des annonces qui sont faites plus ou moins tôt. Tout dépend vraiment de la relation qu'on a avec notre famille. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre quand on n'est pas dans un parcours. Et donc, les retours systématiques, c'est que voilà, les soutiens ne sont pas les bons. Et moi, la première, j'explique que c'est impossible de soutenir correctement une personne en parcours PMA parce qu'une personne en parcours PMA, un jour, elle va avoir besoin d'en parler et le lendemain, elle va surtout avoir envie qu'on parle d'autre chose. Donc nous, concernés par le sujet, nos besoins sont différents. Et donc, il faut accepter que c'est pas facile de nous aider et deux, accepter de demander de l'aide et de demander de l'aide avec le comment on peut être aidé. Vraiment aller partager que en ce moment il faut pas en parler ou au contraire moi posez-moi la question puis après on n'en parle plus. Voilà, donnez vos propres codes. Moi j'aime bien de dire voilà, tu viens, tu me poses la question, est-ce que tu veux qu'on en parle, et puis si je te dis oui, je te dis non, ce genre de choses. Ou poser voilà, en ce moment j'ai envie d'être tranquille, ou au contraire en ce moment j'ai besoin qu'on sorte. Demander. On arrive vers les périodes un peu des fêtes. C'est des périodes hyper compliquées pour les gens qui sont en parcours PMA. On retrouve les enfants, la famille, les frères et sœurs qui ont eu des petits bébés dans l'année. Et chaque année, il y a un mot d'ordre qui se lance dans les groupes de parole, c'est on pense à soi,
on se priorise. Et si cette année, on doit être absent des fêtes de famille parce qu'en fait, c'est trop douloureux d'y aller, eh ben c'est OK. On a le droit d'être égoïste, c'est des périodes difficiles. Peut-être que tout le monde ne comprendra pas, mais encore une fois, si on arrive à l'expliquer, ça passera peut-être mieux. Et si on n'est même pas capable de le faire, eh ben c'est pas grave, parce que l'essentiel, c'est qu'on aille bien pendant ces périodes difficiles. Tu parles des fêtes parce qu'on enregistre justement cet épisode en fin d'année, mais je pense que c'est valable aussi pour la fête des mères, la fête des pères, des grands-mères, des grands-pères, même si on en parle peu d'ailleurs de la fête des grands-pères. Mais je pense que c'est important et du coup, tu vas peut-être valider comme moi cette phrase. Moi, je dis souvent, si vous devez retenir une phrase pour soutenir le plus efficacement en gardant en tête que parfois on a beau être plein d'amour, plein de bienveillance, présent ou présente, et ben finalement on reste parfois impuissant ou impuissante face à la souffrance physique, émotionnelle, morale, mentale de la personne qui est en face de nous. C'est de quoi tu as besoin. De quoi tu as besoin et de quoi tu as envie. Ça, rien n'empêche de faire des propositions, comme tu le disais. Est-ce que tu as envie qu'on en parle ? Et c'est valable pour un décès, hein, ou pour n'importe quelle difficulté. Ou est-ce que tu as envie qu'on se voit et que on prenne un café, je sais pas, tiens, on écoute juste des musiques, tiens, juste on fait rien. Ou qu'on aille faire un cours de yoga, qu'on aille marcher, qu'on aille courir, qu'on aille au cinéma. Mais de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie. Et en fait, du coup, vous n'êtes pas dans la projection de quelque chose et de ce que vous auriez envie pour la personne en face de vous sans être cette personne. Mais vous êtes dans l'ouverture et je mets à disposition ce que je peux. Parfois, on ne se sent pas capable de réagir de cette manière-là. Et c'est pas grave, autant le dire. Mais écoute, j'aimerais t'aider, j'aimerais te soutenir, j'aimerais être à tes côtés, mais je sais pas comment faire. Est-ce que je peux t'aider de telle ou telle manière et de demander à l'autre. Et si vous vous sentez pas, tu disais être égoïste, notamment en tant que personne qui est en parcours, dans l'autre sens, je mettrais pas le mot égoïste, mais vous avez le droit aussi de respecter vos propres limites, de dire je me sens pas à même de t'aider. C'est pas que je t'aime pas, c'est pas que j'en ai rien à faire, c'est pas tout ça, c'est juste que je sens que je vais pas être la bonne personne pour ça. Je te souhaite tout le meilleur du monde, mais tu sais, pour moi, ma manière de t'aider, peut-être, c'est d'aller justement manger un morceau avec toi, ou d'aller à un concert, ou de parler de toute autre chose. Ça peut être aussi aidant. Et parfois, le fait de dire qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on ne sait pas comment faire, ou qu'on ne se sent pas capable de faire, c'est parfois bien plus aidant que d'essayer de broder un truc en projetant notre propre expérience. Ça fait écho, ça fait sens pour toi ou pas ? Ça fait complètement sens. La phrase que j'ai entendue quand tu parlais, c'est une phrase que je trouve très belle qui est juste « je suis là ». Je suis là, voilà, tu sais que si tu as besoin, si tu n'as pas besoin, si tu as besoin de quelque chose de précis, je suis là. Et je trouve que cette phrase, elle vaut tout l'or du monde. Et de ce que je pourrais partager, voilà, aussi aux proches, c'est de temps en temps, voilà, on a besoin d'être tranquille, seul, c'est ce qu'on va manifester. Et puis le temps passant, ne pas hésiter de revenir toquer à la porte, de dire voilà, est-ce que tu as toujours envie d'être seul ? Est-ce que tu as envie, comme tu disais, faire des propositions ? Si c'est pas le bon moment, la réponse, voilà, l'accepter c'est ça, très simplement. Ne pas le prendre personnellement. Ne pas le prendre personnellement. Mais je trouve que c'est bien de temps en temps de laisser la personne un peu tranquille, mais revenir régulièrement, pas trop souvent, à vous d'estimer, mais voilà, de rappeler que je suis là et que je suis toujours là. Je trouve que c'est un beau cadeau. Et après, pour les gens qui sont en parcours, c'est aussi je pense que c'est la réalité de la vie. Je pense que dans tes accompagnements de deuil, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est aussi des moments où on va se rendre compte qu'il y a des personnes qui ont la capacité d'accueillir ce que je suis en train de vivre, qui sont dans un moment de vie où ils sont disponibles pour m'accompagner. Et il y en a, c'est pas le cas. Moi, j'avais 2 très bonnes amies à l'époque où j'étais en PMA et elles ont eu 2 bébés à ce moment-là, enfin chacune 2. Et ça a été très difficile parce que elles étaient pas là pour moi. Et aujourd'hui, je comprends. Je comprends que quand on a 2 enfants en bas âge, on n'est pas du tout câblé pour aller soutenir quelqu'un qui n'en a pas. Sur le coup, ça a été très difficile. Et aujourd'hui, voilà, en tout cas de transmettre que tant pis si c'est pas les personnes qu'on attendait qui sont là, et d'accepter que peut-être c'est surprenant, ça va être cette personne ou cette personne pour une raison X ou Y qui sera là, et d'être ouvert à ces réponses étonnantes finalement de personnes qu'on n'attendait pas. Clairement, et c'est aussi valable dans le cadre d'un décès où parfois
on pensait que telle ou telle personne serait là ou que ce serait sur telle ou telle personne qu'on pourrait compter et finalement, c'est pas le cas pour une raison ou pour une autre. Mais par contre, il y a d'autres personnes auxquelles, franchement, on n'aurait pas misé dessus et finalement, c'est elles qui sont là. Et on découvre aussi d'autres personnes et d'autres relations, comme quoi, dans toute difficulté, il peut aussi y avoir des belles choses et des opportunités, si je peux me permettre de le dire comme ça, du moins relationnelles. Et je saisis l'exemple que tu viens de donner par rapport à tes deux amis. Et je sais qu'on avait parlé en off d'un gros tabou qui est celui un peu de la jalousie des autres grossesses, parce qu'il y a toute cette notion de grossesse, de maternité idéale qu'on a avant même peut-être d'être maman et d'être en idée de vouloir avoir un enfant, qu'on se dit, voilà, ce sera comme ça, j'aimerais que ce soit comme ci, comme ça. Et où finalement, là, tout s'effondre. Et tu m'avais cité cette notion de jalousie et je trouve que c'est tout ce qui est tabou, moi j'aime bien mettre les pieds dedans parce que justement, je pense que c'est important d'en parler. Qu'est-ce que tu as envie de nous mentionner justement sur ce point? Parce que ça évoque plein de deuils différents, supplémentaires. Si on continue un petit peu notre histoire, voilà, le parcours qui commence, la confiance, la désillusion, ce mal-être qui va commencer à s'installer. Et effectivement, avec lui, moi, je le vois vraiment comme ça. Je le raconte comme si on était tous sur un même niveau, voilà, sur le sol, et que quand on arrive un peu dans ces deuils, comme si on tombait. On était en dessous et qu'en fait les gens ne nous voient pas, mais nous on sait que on n'est plus au même niveau que les autres. Donc cette notion d'isolement vraiment, voilà, on est dans un monde un peu parallèle. Et effectivement, on regarde un peu ces gens qui sont dans cette fameuse insouciance qu'on a perdue, qui sont là à nous parler de leurs projets. Moi, je me souviens, comme si c'était hier, de cette collègue croisée sur le quai de la gare qui m'a raconté qu'elle était tombée enceinte en un mois. C'était tellement improbable, etc. Voilà, c'est des phrases, ça fait peut-être 7 ans, je m'en souviens comme si c'était hier. Et c'est vraiment pas de sa faute. Et je ne lui en veux absolument pas. Par contre, ce jour-là, cette phrase, elle m'a détruite. Et c'est un petit peu ça qui est aussi difficile à comprendre pour les autres, c'est que quand on est dans ces parcours, il y a plein de petites choses dans notre quotidien qui viennent vraiment appuyer là où ça fait mal. Les phrases anodines selon l'âge de la femme, voilà, alors vous n'avez pas de bébé, vous vous y mettez quand, alors est-ce que vous voulez le mode d'emploi, alors qu'est-ce que vous attendez. Donc voilà, c'est des phrases qui de temps en temps peuvent être un peu faites exprès pour challenger, en tout cas pour apporter des réponses. J'ai l'impression que ça se fait de moins en moins parce que la notion de difficulté à avoir un enfant est de plus en plus connue. Mais ça peut être de façon très innocente où on se renseigne, on rencontre quelqu'un, est-ce que tu as des enfants? Et voilà, cette phrase qui est juste informative, elle vient encore une fois rappuyer, non, moi j'ai pas d'enfant. Voilà, vous avez un rendez-vous médical ou un rendez-vous dans une boutique, la vendeuse est enceinte, votre coiffeuse est enceinte. Enfin, c'est toutes ces petites choses qui viennent dans le quotidien faire mal. Pour expliquer à quel point c'est quelque chose qui tourne en boucle. On dort pas la nuit parce qu'on se projette avec une vie sans enfant. Est-ce que c'est envisageable de pas avoir d'enfant, etc. On rentre vraiment dans des psychoses infernales, on peut appeler ça comme ça. Et donc, les annonces de grossesse, elles sont terribles. Et on en vient à avoir peur quand une copine nous dit « faut qu'on s'appelle » ou quand on a un dîner ou quand on a une soirée parce qu'on a peur qu'il y ait ce fameux « ding, 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 au fait, j'ai un truc à vous dire ». Voilà, donc c'est même pas en train d'arriver qu'on a peur que ça arrive. Et des fois, on va même éviter d'aller à des soirées pour ne pas avoir ce genre de prendre le risque qu'il y ait cette annonce-là. Donc voilà, après, on est dans des tranches de vie souvent entre 25, 40, où forcément, autour de nous, il y a plein de gens qui ont des enfants. Comme je disais, il y a le premier enfant. Quand c'est la même copine qui annonce le deuxième, voire le troisième, on voit le temps qui passe, notre propre horloge biologique qui passe. Et ça, c'est... Donc, je bascule dans la deuxième partie de ma réponse. C'est, en fait, on hallucine de ressentir ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on déteste ces personnes. On leur veut pas forcément du mal, mais pas loin. Voilà. Et même si on sait de façon raisonnée qu'elles n'y sont pour rien et on leur souhaite tout le bonheur du monde, nous, ce que ça nous fait, c'est que ça nous détruit. Et dans les groupes de parole,
ça fait un bien incroyable quand il y a une première femme qui commence à partager ça. Et en fait, je vois toutes les autres qui... Je suis pas seule. Voilà. Elles se disent, je suis pas folle. Je suis pas une vieille aigrie. Et donc, j'en arrive à ce dernier deuil qui est en fait le deuil de sa propre personnalité. C'est-à-dire qu'on se déteste. On déteste notre façon de penser, on se déteste de pas être heureuse pour nos amis, on n'aime pas en fait la personne qu'on est en train de devenir. Et pour moi, ça c'est un peu le signal d'alerte. C'est-à-dire souvent c'est après ça qu'il va y avoir souvent un électrochoc, une remise en question du parcours, etc. De se dire qu'il faut pas qu'on continue de la façon dont on est en train de le vivre parce qu'on est en train de se détruire. Mais c'est quand même très fréquent et on en arrive dans ces extrêmes-là à ne plus aimer. Donc, tu parlais du corps, hein, on peut grossir, on peut avoir les traitements hormonaux qui vont effectivement nous rendre avec des humeurs assez désagréables. Les conjoints sont les premiers à raconter. Mais voilà, ça a un impact sur notre vie sociale. On peut s'isoler de nos amis. Voilà, comme je te dis, on va plus aux soirées, on parle plus... toutes les copines qui ont des bébés, on va bien évidemment pas participer à ces conversations. Et donc, naturellement, on s'exclut aussi de notre noyau amical, etc. Ce qui va pas arranger la situation. Je me doute bien, et voilà, je pense que c'était important aussi de le dire quand tu dis que dans un sac de parole, si une femme en parle, on sent une sensation d'apaisement et de légèreté et de se dire enfin d'autres gens qui en parlent et je suis pas seule. Ça montre à quel point je pense qu'il y a un besoin, sauf que oui, ça peut être peut-être hyper violent même pour des proches. Tu vois, si je me positionne un instant de l'autre côté, bah oui, comme tu disais, ses amis, elles n'y peuvent rien. Et je pense que tout ami qui a peut-être autour de soi une personne en PMA souhaiterait que son ami puisse avoir un enfant de manière naturelle ou non, mais en tout cas que ça se passe le mieux du monde pour elle. Et du coup, c'est vrai que ça peut parfois être un peu compliqué des deux côtés et on arrive dans un espèce de sac de nœuds où plus personne sait réellement quoi faire. Et du coup, c'est ce qui crée aussi les tabous parce qu'on n'ose pas en parler. Donc, c'était important, je trouve, de le mentionner. Et, et donc, si on continue ce cheminement, potentiellement, il y a le fait que ce parcours de PMA n'aboutisse pas favorablement. Encore une fois, je le précise à nouveau, c'est pas ce qu'on vous souhaite, mais je pense que c'est important d'en parler et de l'évoquer aussi. Ça reste l'une des possibilités. Et derrière ça, est-ce qu'il ne se cache pas ou est-ce qu'il ne se traduit pas aussi un peu un deuil de la parentalité idéale? On avait cette notion de maternité avant, mais la maternité conduit généralement à cette parentalité, la parentalité idéale, la famille aussi idéale qui, on a eu l'espoir avec le parcours PMA de devenir parent, de devenir père, de devenir mère, et là on refait le deuil de se dire, alors je peux peut-être être père ou mère autrement que de par un enfant qui sort de mon corps, qui vient de moi. Mais est-ce que c'est quelque chose pareil ou peut-être dans les parcours qui n'aboutissent pas favorablement, est-ce que c'est des choses que tu entends, cette notion de parentalité qui est revue et une claque à nouveau supplémentaire sur certains parcours? Pour moi, ça fait partie du cheminement d'un parcours, c'est-à-dire que au tout début, on accepte ce fameux bébé qui ne sera pas un bébé couette. Donc ça, c'est cette première étape. Et alors, pour certaines personnes, on va être confronté indirectement à, par exemple, la notion de don. Donc t'as des gens, ça va être le premier retour, et puis t'en as, ça va être finalement après tous ces essais qui ne vont pas marcher, ou au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, ça peut être long de dire peut-être que on a fait tout ce qu'on a pu avec cette méthode-là, il faut envisager le don. Cette étape du don, c'est un nouveau deuil, c'est-à-dire, encore une fois, donc moi c'est la question que je pose, c'est jusqu'à quel point vous voulez un enfant, jusqu'à quel point tu veux un enfant, qu'est-ce que tu es prêt à faire, à accepter, à laisser partir. Donc cette étape de don, comme on disait, de temps en temps, on n'est pas du tout prêt au début. Et puis au fur et à mesure des mois, des années, c'est une idée qui fait son chemin. Il faut encore une fois que les deux soient d'accord. C'est pas du tout évident.
On peut avoir, voilà, après, c'est un sujet que je connais moins, mais il y a aussi l'adoption, c'est-à-dire que tu vas avoir un enfant, mais que tu n'auras pas porté, qui aura déjà une petite vie sans toi et que tu vas accueillir à ce moment-là. Et après, comme tu disais, il y a les autres deuils. Il y a des deuils des grossesses qui démarrent et qui s'arrêtent. Il y en a beaucoup en parcours PMA. Il y en a beaucoup tout court. Hein. C'est encore des fois des choses très tabous, mais forcément en parcours PMA, il y en a quand même régulièrement. Ce qui fait d'ailleurs que quand on tombe enceinte, on pourra en parler après, mais voilà, les grossesses PMA, c'est pas des grossesses sereines parce qu'on a tellement perdu notre naïveté, on a tellement, ce qu'on disait au début, cette notion de mort liée à la vie que elle est permanente pendant la grossesse. Et puis il y a effectivement les PMA qui se terminent pas comme on aurait voulu, c'est-à-dire qu'elles se terminent pas justement. Et ce que je t'évoquais, c'est qu'il y a le deuil de la famille sans enfants. Et il y a le deuil de la famille avec enfants, mais pas le nombre d'enfants qu'on aurait aimé avoir. Donc, tu as des gens qui ont un premier enfant avec la PMA, mais qui n'ont pas de deuxième, de troisième. Et il y a une autre infertilité dont j'avais envie de parler, qui s'appelle l'infertilité secondaire, où en fait, on va avoir un premier enfant naturellement, et on n'arrive pas à avoir de deuxième ou de troisième. Enfin, en tout cas, on n'arrive pas à avoir le suivant. Et c'est encore un grand tabou dans la société parce que souvent, tu as déjà un enfant, de quoi tu te plains. Et ça, c'est très, très, très difficile. C'est violent. C'est violent parce que, comme on vient de le dire, le parcours PMA n'est pas compris. Après, on peut comprendre que quelqu'un qui veut des enfants qui n'en a pas soit triste ou ait besoin d'être accompagné. Quelqu'un qui a un enfant et qui n'en a pas le nombre qu'il voudrait, c'est beaucoup moins entendable. Ouais, on va le ressentir d'un œil. C'est pas mon point de vue, mais ça peut être perçu un peu comme un caprice en fait. Je pense de l'extérieur, ce qui pour moi ne l'est pas, mais c'est un peu comme. Pour donner un peu d'autres exemples, ça me vient par rapport notamment au deuil périnatal pour vous en aurez un autre, c'est pas grave, vous en aurez un autre. Oui, mais enfin, c'est lui ou elle que je voulais. C'est pas un autre dans 9 mois, 1 an, 2 ans. Je me suis projetée, j'ai avancé, j'ai cheminé avec ce petit bout et avec ce projet. On a cheminé. Ou comme pour un animal, c'est pas grave, tu peux en racheter un. Oui, mais la relation que j'ai créée avec cet animal-là, ce sera pas la même qu'avec le suivant. Alors, factuellement, oui, c'est vrai, hein, si on dézoome de l'aspect émotionnel, factuellement, oui, c'est vrai, mais c'est pas forcément la réalité de la personne à qui vous allez l'annoncer, et c'est souvent perçu de manière ultra violente par les personnes qui reçoivent en fait ce type de phrases et ce type de commentaires. En fait, alors tu seras plus experte que moi là-dessus, mais j'ai l'impression que le deuil dans notre société, il est souvent lié à une perte. Et donc, le deuil de quelque chose qui n'a jamais existé, c'est un peu plus flou, un peu plus complexe à interpréter. Et tu vois, moi, donc, n'ayant pas eu de frères et sœurs, je rêvais d'avoir plein d'enfants. Enfin, en tout cas, pas un seul enfant. Et c'est un deuil qui a été très difficile pour moi. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était un deuil. Quelqu'un m'a posé un jour la question, est-ce que j'étais concernée par le deuil périnatal? Et donc je me suis dit, non, j'ai pas perdu d'enfant. Et à un moment de me dire, en fait si, moi j'avais un rêve d'une famille avec plusieurs enfants et finalement, malgré tout, je n'en ai qu'un et c'est un deuil. Et ça, de m'autoriser à accepter que j'avais le droit de considérer ça comme un deuil, que c'était officiel, ça m'a fait du bien de légitimer justement cette peine, etc., qui est très très mal comprise. Et donc ces infertilités secondaires, etc., c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire que personne ne comprend, c'est pas reconnu. Ce n'est pas un deuil en fait. Les gens ne comprennent pas que c'est un vrai deuil pour les personnes concernées. Et moi, je le vois aujourd'hui comme le mot qui m'est venu à une période et qui est le plus, c'est un espèce de contrat avec moi-même. C'est-à-dire, voilà, j'avais un projet de vie, j'avais une vision et j'ai pas réussi à atteindre ce rêve. Et que ce soit pas d'enfant, un enfant, je pense que c'est ça qui reste un trou dans le ventre des personnes concernées. Clairement, et cette notion d'idéal,
on pose plus difficilement le mot deuil. Il y a des personnes pour qui ça peut ne pas résonner et c'est OK. Il existe d'autres termes qui peuvent sonner plus justes. En tout cas, moi, c'est la vision que j'aime défendre et qui résonne pour moi. Mais pour moi, cette notion de perte d'un idéal, qu'importe ce qu'on met derrière cet idéal-là, c'est un deuil qui est symbolique, c'est une mort qui est symbolique, qui peut amener une renaissance, mais qui demande un travail d'acceptation, en tout cas de consentir à cette nouvelle réalité, parce que parfois on n'est pas d'accord en fait, et on n'a pas envie d'accepter, mais on se doit de devoir avancer justement avec cette nouvelle réalité. Et justement, dans cette notion d'avancer, ce qui peut être pertinent, il y a plein de deuils peut-être. Alors, il y en a pas mal qu'on a cités, il y en a peut-être d'autres, hein, peut-être plus symboliques, plus précis, qu'on aurait pu citer aussi. Mais dans tout ça, venons-en peut-être un peu aux ressources. On a posé un large constat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou quels sont les conseils? Et encore une fois, on est bien d'accord qu'on est sur des conseils qui sont standardisés et génériques et on ne sait pas qui vous êtes à l'autre bout de vos écouteurs, encore une fois. Donc, prenez ce qui résonne, ne prenez pas ce qui résonne pas, allez chercher par vous-même. Moi, le premier qui me vient en écho, on parlait des proches juste avant, ou en tout cas cette notion d'être entouré. En tout cas, celui que moi je donnerais, c'est ne pas rester seul. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Voilà, et du coup, je te laisse la parole pour que tu puisses compléter de par ton expertise. Bon, effectivement, tu vois, c'est ne pas rester seul, c'est vraiment le premier conseil de par le contexte que j'expliquais. Voilà, quand on se lance dans une PMA, c'est un peu en secret, on n'en parle à personne parce que de toute façon, ça ne nous concernera pas. Donc, on débute tout seul dans cet univers inconnu et voilà, on se rend vite compte que tout seul, on n'y arrivera pas. Donc, que ce soit des proches, que ce soit des professionnels, que ce soit d'autres personnes qui sont en parcours. Moi, c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. C'est pour ça que j'ai créé cette association. Le bénéfice de rencontrer des gens qui vivent la même chose, qui racontent leur parcours, qui vont, voilà, on parlait des émotions, des anecdotes, qui vont normaliser ce qu'on ressent. Pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Donc voilà, ne pas rester seul. Le fait de ne pas rester seul, ça va aider à, ce qui est le deuxième conseil, à être acteur de son parcours. Pour moi, c'est hyper important de ne pas rester, de pas suivre sans réfléchir tout ce que nous dit notre gynécologue, même si c'est quelqu'un de très très bien, de très compétent. Il a sa propre vision. Il a une vision très physiologique. Et aujourd'hui, on peut dire quand même que la médecine française a du mal à prendre du recul, la médecine occidentale, du recul sur la globalité de notre corps, qui est aussi un corps énergétique, qui est un corps qui a des émotions, qui a des pensées, etc. Et à mon avis, tout ça est vraiment à prendre en compte quand on est en parcours. Donc, être acteur, pour moi, ça veut dire s'intéresser au protocole qu'on nous propose. Je donne souvent cet exemple, mais le dernier protocole que j'ai fait, c'est moi qui ai demandé à ma gynécologue de refaire un des protocoles qu'on avait fait parce que j'avais regardé tout ce que j'avais subi, entre guillemets, comme traitement. Et j'ai dit, celui-là, c'est le seul où ça a vraiment marché, peut-être qu'on pourrait le refaire. Et voilà, c'est parce que ils ont plein de patients, les cliniques sont bondées, il y a vraiment beaucoup trop de demandes aujourd'hui et notre parcours est unique, c'est notre corps, c'est notre bébé et donc pour moi, il faut vraiment être responsable de ça, prendre cette notion qu'on est le seul à mettre tout l'amour dans notre accompagnement. Et qu'on est seul à être dans son corps et avec ses ressentis, ses pensées, ses émotions, celles qu'on dit pas. Et c'est important de revenir à soi, en fait, et s'écouter. Et s'il y a des choses qui sont pas OK, ne les faites pas ou faites-les différemment ou exprimez pourquoi c'est pas OK et peut-être avoir aussi du feedback. Faites-vous confiance, ouais. Donc voilà, vraiment s'informer. Pour moi, encore une fois, les groupes de parole, rencontrer des personnes, écouter des podcasts, lire. Il y a quand même plein de petites choses qu'on a besoin de connaître, de s'interroger. C'est pas le conseil principal, mais voilà, d'oser changer de médecin. S'il n'y a pas de confiance, s'il y a un doute, si la personne ne vous parle pas de la façon dont vous auriez besoin, vous avez tout à fait le droit de changer de gynécologue. Vous récupérez votre dossier, vous n'avez pas tous les traitements à refaire. Et ça, c'est pas un souci, voilà. Donc, vraiment s'autoriser à être maître de son chemin.
Tu parlais voilà de mieux se connaître. Pour moi, le parcours PMA, c'est une incroyable opportunité parce que oui, il y a un côté positif à tout. Déjà à comprendre la notion d'émotion et de besoin. Que veulent me dire mes émotions, de mieux écouter son corps, d'apprendre à s'écouter et de comprendre que derrière, il y a des messages qui sont les messages de nos besoins et d'arriver à analyser, voilà, là, maintenant, tout de suite, de quoi j'ai vraiment besoin. On parlait, voilà, de comment nos proches peuvent nous aider. Si nous-mêmes, on n'a pas cette information-là, on ne peut pas la transmettre. Et c'est une étape qui est vachement difficile. C'est compliqué de réussir à mettre les mots sur ce dont on a besoin, mais c'est pas infaisable. Et au départ, c'est pas clair, c'est tout flou, et au fur et à mesure, on arrive sur des choses qui sont plus concrètes, plus palpables, et vous n'êtes pas obligé de le faire seul. On disait, premier conseil, c'est ne pas rester seul. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à mettre les mots peut-être sur ses besoins, faites-vous accompagner, faites-vous aider, que ce soit en termes personnels. Il peut y exister des personnes ressources et de confiance dans votre entourage, et qui ont justement cette posture qui est soutenante et bienveillante et qui va vous aider. Tu parlais des groupes de parole, ça peut aussi aider à mettre des mots sur les besoins, écouter les podcasts ou lire des livres, ça permet aussi de dire telle personne avait tel besoin, comment ça résonne en moi, et de prendre ce temps aussi en feedback, d'introspection, et de dire ok, est-ce que ça fait écho, est-ce que ça fait pas écho. Il y a ni bonne ni mauvaise réponse, il y a juste la vôtre. Et si ça fait pas écho, c'est pas grave, c'est que ce besoin-là était le besoin de la personne, mais c'est pas un besoin que vous partagez, mais vous en avez peut-être d'autres. Et ça se fait au fur et à mesure, c'est quelque chose qu'on vient décortiquer en fait. Et ça peut paraître périlleux au départ, ça demande pour moi un effort, c'est un réel travail dans cette notion où il y a un effort à faire, mais cet effort pour mettre le doigt ou les mots sur les besoins, si je garde cet exemple-là, il peut être vraiment salvateur en fait derrière, parce que c'est en l'ayant identifié qu'on peut généralement mieux y répondre. Donc effectivement, on peut faire la démarche tout seul. Après, il y a, voilà, on est quand même souvent dans un moment de détresse ou de mal-être. Et pour moi, c'était une période de vie incroyable de découvrir des nouvelles ressources, des nouvelles pratiques. La sonothérapie pour voilà, tout ce qui va être gestion des émotions. Il y a plein de choses différentes, de la sophrologie, le yoga, l'acupuncture, l'hypnose. Les ostéopathes peuvent accompagner. Il y a vraiment plein de différents thérapeutes, de différentes pratiques. Quand la médecine occidentale n'arrive pas, il y a des praticiens de médecine chinoise qui ont une autre vision de notre corps, qui peuvent de temps en temps débloquer des choses. Selon les croyances de chacun. Après, je pense que c'est une période où nos croyances évoluent aussi beaucoup. Donc, comment finalement on vient... Au début, c'est quelque chose de difficile, je trouve, de remettre en question notre vision du monde. Ça peut être une des raisons de colère, de dire mais pourquoi on me demande si je veux vraiment un enfant? Pourquoi on me demande jusqu'à où je suis prêt à avoir un enfant? Parce que tous les gens autour de nous ne le font pas. Je le place maintenant, mais je pourrais le placer à plusieurs reprises. Cette notion d'injustice, elle est souvent présente dans les parcours PMA. Donc voilà, au début, c'est quelque chose qui est confrontant. On n'a pas envie de remettre en question notre univers. Et pourtant, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux, c'est-à-dire qu'on va s'ouvrir justement à une vision différente du monde. C'est quoi une âme? Est-ce qu'on a envie d'y croire ou pas? Est-ce que ça nous aide à avancer dans ce chemin? Et donc, il y a d'autres approches avec les blocages émotionnels, le transgénérationnel. Ça va parler à certains, ça va pas parler à d'autres. La notion de lignée, ce genre de choses. Moi, j'invite, comme tu dis, partageons le plus de possibilités et à chacun d'aller expérimenter et de voir si ça a un impact ou pas. Puisqu'en fait, on ne sait pas pour quelle raison vraiment on n'avance pas sur son chemin. Et puis jusqu'au jour où on trouve quelque chose et on ne sait même pas forcément ce qui a marché. Mais en tout cas, c'est la démarche qui a fait ça. Clairement, et tu parles de tu viens de citer le mot aide. En fait, il n'y a pas tel ou tel outil, il n'y a pas de mode d'emploi et de formule miracle en fait. Encore une fois, il y a la vôtre et il y a ce qui sera aidant et soutenant
pour vous et qui le sera peut-être pas pour votre voisin ou votre voisine, et c'est OK. Et il y a un point sur lequel je voulais revenir et qui m'échappe, c'est pas grave, il me reviendra peut-être. Justement, donc on disait aussi ne pas être seul. Je pense que c'est le moment où c'est intéressant de dire, bah OK, t'as parlé de ma PMA et moi, tu nous as délivré plein de choses en termes d'expertise sur cette notion de PMA et tous les deuils symboliques, physiques, émotionnels qui peuvent y être aussi associés. Je sais qu'il y a un événement qui se prépare. Est-ce que tu veux nous en parler, nous dire aussi où est-ce qu'on peut vous retrouver et quelles sont un petit peu les propositions en fait que vous mettez à disposition des personnes en parcours PMA? Écoute, je vais t'en parler. Je voulais juste préciser un truc qui pour moi est hyper important dans les ressources et qui va avec la proposition que je vais aborder derrière. Mais c'est une période où voilà, on tombe vite dans la vision négative de la vie. On est très stressé. Et pour moi, il y a vraiment des petites astuces autour de, sans tomber dans voilà la pensée positive permanente, etc. Et tu sais, on dit, bah voilà, si tu te forces à sourire, finalement, dans ton corps reçoit les bénéfices d'un vrai sourire. Et pour moi, se concentrer sur, voilà, les 3 kiffs par jour, c'est quoi qui était positif dans ma journée alors que ma vie est pourrie. Le yoga du rire, tout ce qui va être méditation pour le stress, la cohérence cardiaque, c'est vraiment des petites choses. Mais quand on va vraiment pas bien, c'est gratuit. Ça prend 3 minutes par jour et ça change la vie. En tout cas, moi, je le conseille à tout le monde. Et donc, effectivement, dans cet état d'esprit-là, donc ça fait maintenant presque 4 ans que ma PMA et moi existent. Donc, nous, régulièrement, on organise des groupes de parole. Donc, notre volonté avec cette gynécologue, c'était de créer des choses très locales. On voulait rencontrer les gens en physique. Donc, on a des groupes de parole mensuels. L'idée, c'est que tout ce qu'on vient de se dire, on se rend compte, les gens gardent contact en fait d'un rendez-vous à un autre et ils vont aller prendre des cafés, discuter, échanger des WhatsApps. Ça s'arrête pas à la limite de nos rendez-vous. Donc, il y a cette mise en relation qui est importante. On va proposer des ateliers avec des professionnels. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, d'être curieux, d'aller creuser des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire et de s'ouvrir à des choses peut-être tant qu'elles on croyait pas. Et puis, tout d'un coup, de nouvelles perspectives s'ouvrent. Et moi, j'ai un projet qui me tient à cœur depuis le début de cette association, qui devrait voir le jour le 29 mars, donc c'est tout bientôt. En tout cas, tout bientôt après cette diffusion. T'en parlais. Le corps, il fait souvent défaut dans ses parcours. Il est de temps en temps un petit peu bancal au départ, et puis il est malmené, et puis on lui en veut, donc on le traite pas forcément très très bien. Et donc souvent on a une image de soi-même qui est vraiment pas terrible. On s'aime pas, on se trouve pas beau, voilà. Et donc j'avais vraiment envie de faire quelque chose autour de l'image. Le corps des femmes, le corps des couples, de se trouver belle. Donc j'avais un projet autour de la photo. Et de fil en aiguille, on a osé. Donc on est 5 bénévoles aujourd'hui dans l'association. Il y a quelques autres bénévoles qui sont en train de nous rejoindre. Donc c'est chouette parce qu'on s'agrandit. Et l'idée, c'est de créer donc le premier festival de ma PMA et moi, qui serait le Self-Love Festival. Vraiment de s'aimer soi-même avec des séances de photos, de portraits pour prendre du recul et se rendre compte que tout ce qu'on est en train de vivre, même si ça nous fragilise, quelque part, ça nous rend plus forts aussi. Ça nous fait grandir, ça nous rend plus mûrs sur certaines choses, ça nous fait changer notre vision du monde. Et quand on regarde un peu plus loin qu'en ce moment, au final, je pense qu'on est des personnes qui ont un petit plus au fond d'eux-mêmes. Une vision du monde qui est plus remplie d'amour, même si peut-être parce qu'il faut en passer par là pour grandir de cette façon-là. Et donc j'ai envie que ces filles, que ces couples, que ces femmes, elles voient qui elles sont vraiment. Dans la PMA, on parle de guerrières.
C'est un vrai combat qu'on mène. Et donc voilà, ce sera donc le samedi 29 mars. Il y aura des photographes, il y aura plein d'autres petites surprises, des conseils en images, des massages. Vraiment l'idée de dire pour une fois, la PMA, ça m'apporte quelque chose de positif. Un moment où je prends soin de moi, où je rencontre d'autres femmes comme moi, d'autres familles comme moi, et où je passe un bon moment et je vois le côté positif de ce qui est en train de m'arriver. Clairement. Et du coup, tout sera en description pour retrouver les liens, que ce soit de l'asso, Ma PMA et moi, des réseaux de ce festival ou des différentes prestations et propositions que vous mettez à destination des couples guerriers et guerrières justement sur ce parcours de PMA. J'ai retrouvé ce que je voulais dire et je pense qu'en tout cas, ça personnellement me fera une très belle conclusion. Tu viens de parler de ces notions de grandir, Oui, il y a des choses, alors positives, j'aime pas cette notion de dualité entre positif et négatif, mais des opportunités en tout cas derrière, ça n'enlève pas toutes les difficultés, tous les challenges, toutes les pertes, tous les deuils dont on vient de parler. Mais j'aime bien dire la mort éclaire la vie. J'aime bien dire aussi que la mort est un outil de connaissance de soi. Elle permet d'apprendre à se connaître et c'est ce que tu disais avant et qui m'est revenu quand tu parlais là. Et en fait, il y a vraiment ça, c'est que le changement, on le veut jamais, en fait. On veut pas changer. Tu le disais aussi juste avant, et dans tout cet épisode, ou même dans d'autres, on retrouve ces notions où on n'a pas envie de changer, en fait. On n'a pas envie de bouger. Et parfois, on y est forcé. Par qui, par quoi? Libre à vos propres croyances, mais en tout cas, on y est forcé d'une manière ou d'une autre. Et sur le moment, on veut pas, mais quand on dézoome et quand on regarde un peu après, on peut se rendre compte qu'on a évolué, qu'on a grandi, qu'on a appris à se connaître, qu'on a appris à connaître la vie, qu'on a appris à connaître la mort. Mais on a appris à connaître quelque chose ou quelqu'un, et vous mettez ce que vous voulez derrière ce quelque chose ou ce quelqu'un. Et du coup, j'espère que cet épisode vous aura peut-être appris à connaître ou à comprendre certaines choses sur la PMA, que vous soyez touchés de près, vous-même guerrier ou guerrière, d'un peu plus loin peut-être en tant que proche, ou peut-être pas du tout, et simplement intéressé, curieux, curieuse de s'intéresser à ces sujets-là. Donc je voulais te dire un énorme merci Sophie, remercier aussi les personnes de l'association qui n'étaient pas au micro avec moi mais qui permettent que tu sois là aussi. Et puis est-ce que toi tu aurais envie d'avoir une petite phrase de conclusion pour terminer cet épisode ensemble? Mais je voulais te remercier de mettre en lumière, comme tu dis, ces guerriers et ces guerrières qui sont des guerriers et des guerrières de l'ombre. C'est vraiment des parcours qui sont difficiles. Je suis contente que le tabou petit à petit s'efface et que ce soit plus facile pour chacun d'eux de trouver des ressources, de se retrouver, de se connaître et de partager pour sortir de cet isolement et de se rappeler que si on fait tout ça, c'est pour un très beau projet, un amour, envie de mettre au monde un nouvel être humain, une petite âme. Et donc, comme tu le disais, on souhaite à tous ceux qui sont sur ce chemin qu'il aboutisse vers cette belle nouvelle, vers ce miracle de la vie. Merci pour cette conclusion pleine d'espoir et à très vite. À bientôt. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?